Bonsoir à tous. À la une de ce journal, le monde agricole et le monde rural suffoquent sur les braises ardentes de la crise anglophone. Et c'est le constat qui est fait depuis près de 3 ans. Des violents affrontements armés et la multiplication des kidnappings perturbent des agriculteurs. Ils peinent à accéder à leurs exploitations agricoles et sont dans l'incapacité d'écouler leurs produits alimentaires dans l'une des zones les plus dangereuses de la région du Sud-Ouest, avec des milliers d'emplois détruits. Ce sont de nombreuses familles en situation d'insécurité alimentaire qui lancent un cri de détresse en ouverture de ce journal. À quelques semaines de la Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2019, l'interpellation du président de la Confédération africaine de football suscite de vives réactions dans les milieux du football africain. Où en est-on concrètement avec cette procédure judiciaire enclenchée au niveau de Paris en France? Quels sont les motifs réels de cette audition qui dure depuis plusieurs heures ce jeudi? Nous en parlerons dans ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Sur les braises ardentes de la crise anglophone, le monde rural et le monde agricole suffoquent. Le coupé Manengouba s'est vidé de sa force ouvrière. Les quelques agriculteurs encore présents ne peuvent emprunter la route de leur exploitation agricole sans se faire accompagner par des éléments de force de sécurité et de défense. Là-bas, les voyageurs et autres commerçants ont décidé de ne plus se présenter dans les zones où sont écoulés les produits agricoles. Ils redoutent d'être victimes de kidnapping. Et du coup, c'est le chiffre d'affaires de ces petits exploitants agricoles qui a chuté d'environ 80%. De nombreuses familles en situation d'insécurité alimentaire qui dénoncent l'abandon de la part des pouvoirs publics. C'est un grand reportage que signent Jacques Molon et Jean-Paul Chouniat. Le coupé Manengouba, un des 6 départements de la région du Sud-Ouest, a subi de plein fouet depuis 3 ans l'impact socio-économique de la crise anglophone. Nous sommes victimes de beaucoup de pertes. Nos productions sont tellement à la baisse. Pour commencer, en produits de base, le cacao, de 2, les poivres, qui étaient détruits. Zone essentiellement agricole, les habitants avaient abandonné leurs plantations suite aux attaques répétitives des bandes armées. Et nous ne pouvons plus aller dans nos plantations qui sont situées à plus de 12 à 10 km d'ici. Parce qu'à chaque fois que nous allons là-bas, nous sommes attaqués par les sonistes. Poivre au champ, le cacao au champ. Maintenant, même les prunes, on ne peut pas récolter, on ne peut rien avoir. Le planteur souffre. Et comme conséquence directe, les produits de rente, maraîchers et vivriers pourrissaient dans les champs. Des pertes énormes, inestimables. Le planteur est perdant puisque au lieu que nos cultures et le rythme de fonctionner, au lieu que ça aille à la hausse, on s'est rendu que c'est allé tellement à la baisse. Alors nous demandons au gouvernement de nous soutenir encore plus par rapport à cet impact qui nous est arrivé. Un an jour pour jour, quand vous arrivez ici à ce moment-ci, il y avait des plantés là partout, des ananas, les prunes, les maniocs, les ignames. Et vous-même, comme vous pouvez le constater, c'est plus la même chose. Du moins, une lueur d'espoir brille depuis l'installation d'un camp de base du 23e bataillon d'infanterie motorisée. Au départ, c'était un peu difficile. Bon, depuis l'arrivée de l'armée, ils nous accompagnent au champ, récupérer nos produits. Ils ont tout fait pour que la population puisse essayer d'aller, ce ne reste que chercher quelque chose à manger. Mais de tout faire vraiment pour entrer dans le dialogue que nous sommes, tout le monde est en train de demander pour que toute cette histoire cesse. Mais une fois les produits sortis de brousse et exposés dans les principaux marchés, les commerçants grossistes se font rares. Le peu qui sort, nous écoulons plus facilement parce que cela n'en plus, parce qu'ils ont peur. Ils ont peur d'être attaqués. Et puis ceux qui en même achètent plus à bon prix. Les plantains mûris, les BAMSA là ne viennent pas, les acheteurs de Douala ne viennent pas. Nous partons que dans les petits marchés et les plantains que tu devais même vendre à 3 000 francs, on te donne 1 500, 1 000 francs. Tu n'as pas de choix. Du coup, les marchés de Bouba, Mile 20 et Bouji Mangem et Western Bakossi ne sont plus que des points de stockage où toutes ces récoltes pourrissent, faute d'écoulement vers les centres urbains comme Douala. Les plantains sont stockés, on manque des acheteurs franchement. Il faut que l'État fasse quelque chose pour ramener un peu le calme dans le pays.
Avant la crise anglophone, nous on chargeait au moins 4 véhicules de 12 tonnes ici. Depuis que les revenus des populations ont considérablement chuté, tout le coupé Maningumba a un seul souhait: la fin d'une escalade d'insécurité et le conflit armé dans les 2 régions anglophones. Seul gage d'un retour à la vie normale. Au regard de l'impact de la crise anglophone sur la situation économique, sociale et sécuritaire dans les régions anglophones, la société civile a tenu à interpeller les Nations Unies réunies en collectif. Plusieurs ONG de renommée internationale ont attiré l'attention de l'Organisation des Nations Unies et son Conseil de sécurité sur de graves violations des droits humains et l'enjeu de mettre la pression sur le gouvernement camerounais et les groupes armés séparatistes afin qu'ils s'engagent sur la voie du dialogue en vue de préserver la stabilité au Cameroun. Et le représentant spécial des Nations Unies pour l'Afrique centrale s'est également exprimé sur la situation sécuritaire et sociopolitique dans les régions anglophones au Cameroun. On fait le point avec Eric Marcian-Djomo. Ce rapport du Centre pour les droits de l'homme et la démocratie en Afrique s'appuie sur la détérioration de la situation dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest d'octobre 2016 à mai 2019. Le constat, selon l'ONG, est alarmant. L'on est, selon cette organisation, de plein pied dans une catastrophe des droits de l'homme. Le rapport parle de violations graves des droits humains commises d'un côté par les forces gouvernementales et de l'autre par les séparatistes. Des atrocités qui poussent l'organisation non gouvernementale à conclure que les crimes contre l'humanité sont commis au Cameroun. D'où la nécessité d'engager des actions immédiates pour prévenir d'autres atrocités et protéger les civils. L'ONG résume ces atrocités en meurtres, déportation des populations, emprisonnement avec sévices corporels graves en violation de la loi fondamentale du Cameroun, torture, viol et violences sexuelles et persécution de la minorité anglophone. L'ONG adresse pour stopper la saignée une série de recommandations à l'Organisation des Nations Unies, appelant son Conseil de sécurité à se pencher sur le cas du Cameroun. C'est le cas de 8 autres organisations signataires d'une missive qui appelle le Conseil de sécurité des Nations Unies à être plus regardant sur la situation des droits de l'homme au Cameroun. Entre autres, l'on cite l'Action pour l'abolition de la torture, Amnesty International, le Comité pour la protection des journalistes, Human Rights Watch, Nouveau Droit de l'Homme, le REDAC, l'Organisation mondiale contre la torture. L'ONU, à travers le représentant spécial du secrétaire général pour l'Afrique centrale, a encourager les autorités camerounaises à conduire un dialogue inclusif afin de trouver une solution durable à la crise tout en reconnaissant que la situation sur le terrain continuait à se détériorer. Et les conditions de mise en place de ce dialogue national inclusif intéressent également la classe politique au Cameroun. Des UPCistes fondamentalistes ont mis sur pied un pré-projet de dialogue visant à inviter sur la table tous les principaux acteurs politiques du côté anglophone, mais également de l'autre côté du Cameroun, notamment ceux qui contestent la dernière élection présidentielle. Objectif de ce pré-projet de dialogue national inclusif, c'est de mettre sur la table des sujets qui fâchent, notamment la réforme de l'État, la réforme de la constitution camerounaise et les enjeux d'une alternance démocratique dans les prochaines années. Compte rendu avec Guy Zogo. L'annonce d'un éventuel dialogue sur la crise anglophone ravive les propositions à ce sujet. Ainsi, une réflexion des cadres de l'Union des populations du Cameroun et des milieux intellectuels dénommé Pré-projet de dialogue national inclusif au Cameroun vient de voir le jour. L'un de ses porte-paroles explique la nature du dialogue que ce groupe propose. Il s'agit d'un dialogue qui doit mettre sur pied les éléments de reconstitution du Cameroun. Ça voudrait dire qu'il faut la refondation du pays. Parce que nous avons le problème au nord-ouest et sud-ouest. Parce que nous avons même des problèmes un peu partout au Cameroun. Et même la vie des hommes, aujourd'hui au Cameroun, est devenue difficile. Il faut réguler toutes ces choses. Dans la même veine, la méthodologie et le portrait robot des acteurs pour la conduite de ce dialogue sont également ébauchés. Il faut un humanitaire plein de paix. Quelqu'un doté d'une rectitude morale exemplaire, éminemment politique, qui doit préparer le dialogue. Comment le prépare-t-il? Il doit rencontrer le politique, il doit rencontrer le clergé, je m'en vais dire là, protestants, catholiques et musulmans.
les intellectuels, les forces vives du pays, les personnes ressources. Quant au sujet de ce dialogue, la plateforme, auteur du pré-projet de dialogue inclusif, circonscrit les objets du débat. On met d'abord les problèmes du Cameroun aujourd'hui, c'est-à-dire le nord-ouest et le sud-ouest. Il y a le code électoral qu'on doit revoir. Il y a même le gouvernement, là, il faut, avant d'aller aux élections, un gouvernement d'union nationale de transition. Parce que ce gouvernement ne peut plus aller aux élections et nous donner clairement les résultats, parce qu'ils sont déjà inféodés. Mais pour ce groupe de réflexion, il faudra bien faire avec Paul Biya pour arriver à des résultats concrets dans ce dialogue. Le président de la République, c'est lui qui coordonne le dialogue. C'est lui qui entérine les décisions. Parce que si ce n'est pas ça, on n'aurait pas fait un travail. Il faut qu'il ait la mainmise sur le dialogue. C'est-à-dire, pas qu'il dicte le dialogue, mais qu'il accepte sur proposition du dialogue, des assises, tout ce qui sera sorti de ce dialogue. Paul Biya, justement, qui a déjà reçu une copie de cette proposition, est celui vers qui se tournent tous les regards pour la mise en route de ce dialogue annoncé par son Premier ministre au nord-ouest et au sud-ouest. Dans le reste de l'actualité, où en est-on avec le projet d'assainissement du secteur des mototaxis dans la capitale économique du Cameroun? Vous vous souvenez, le ministre de l'administration territoriale leur avait donné un délai pour se conformer à la réglementation en vigueur. Aujourd'hui, rien n'a vraiment changé. Ce sont des conducteurs de mototaxis qui implorent le gouvernement de les aider à pouvoir subventionner les procédures visant à pouvoir maîtriser le code de la route et se conformer à la réglementation en vigueur. Le ministre de l'administration territoriale, présent à Douala, en a profité pour les sensibiliser en cas de participation à d'éventuels mouvements politiques dans la ville de Douala. Reportage Innocent Abega et Xavier Foucault. Les conducteurs de moto de la ville de Douala ont été reçus en audience ce jeudi par le ministre de l'administration territoriale dans les services du gouverneur de la région du littoral. Une rencontre sollicitée par les acteurs de ce secteur d'activité. Nous lui avons fait comprendre que ces différentes revendications à caractère politique et autres essayaient un peu de déranger dans la ville parce que ça ne permettait pas que nous puissions faire nos activités. L'autre doléance était justement, il nous avait donné un mot d'ordre pour que nous puissions nous identifier et que nous puissions entrer dans un certain processus de normalisation pour sortir de l'informel pour le formel. Une doléance qui arrive à point nommé, le secteur de mototaxi étant infiltré par des personnes de mauvaise foi qui sèment la terreur au quotidien. Et nous leur avons dit de continuer à faire leur travail et il y a le processus d'identification parce que maintenant les mototaxis, il y en a qui travaillent bien, mais il y a aussi pas mal de bandits qui ont infiltré cette activité-là. Donc nous leur disons qu'ils travaillent sur la base d'un décret du Premier ministre et qu'il faut que le décret soit respecté. Au dire du porte-parole des leaders des syndicats des mototaxis, le processus d'identification est bel et bien déjà en marche. En ce qui concerne l'identification, celle-ci est en très bonne voie. C'est pourquoi vous allez constater dans un premier temps qu'au niveau de la communauté urbaine, il y a déjà 10 000 chasubles qui attendent et qui seront dans les jours prochains distribués au niveau des conducteurs de mototaxi. Nous avons reçu des registres pour permettre que chaque mototaxi déjà soit identifié dans sa localité, dans sa zone, pour permettre qu'il y ait une certaine traçabilité au niveau de cette activité qui, nous le disons, nous le décrions, s'est développée de manière anarchique. Au regard de la situation sociopolitique que traverse le pays, les conducteurs de mototaxi doivent plus que jamais s'impliquer dans le maintien de la paix. On a dit de rester vigilants parce que nous constatons que la ville est calme, mais vous savez, les mauvais perdants sont toujours dans la logique de perturber l'ordre public. Donc ils savent ce qu'ils doivent faire pour maintenir l'ordre. Vous savez, nous sommes dans la logique de l'éducation. On va d'abord, il y a l'éducation, la sensibilisation, la pédagogie, ensuite on passe à autre chose. Au cours de la rencontre, la question de la prolifération et de la circulation de différents types de drogues a été évoquée. Il y a un dispositif qui est mis en place maintenant pour traquer, on ne peut pas vous dire lequel, mais nous avons déjà ciblé, n'est-ce pas, les principaux trafiquants et il y a un dispositif qui est mis sur pied pour les traquer parce que vous savez que le tramadol, le tramol, la cocaïne, c'est dangereux pour la santé, c'est dangereux pour l'avenir de nos enfants. Et la plupart de ceux qui font le braquage, le terrorisme et tout ça, mais ils sont pratiquement contrôlés par ces drogues dures-là. Au sortir de la rencontre, chaque partie s'est dite satisfaite des échanges et promet de travailler main dans la main pour le maintien de l'ordre et de la sécurité à Douala.
Après la mise en détention de Mamadou Mota et Maurice Kamto, la deuxième vice-présidente du MRC prend les rênes de ce parti politique de l'opposition et définit une trajectoire qui reste fidèle aux idéaux tels que formulés par le président du mouvement pour la renaissance du Cameroun, principal adversaire politique du chef de l'État. Des précisions avec Guy Zogo. En l'absence de Maurice Kamto et de Mamadou Mota, président national et premier vice-président national du MRC incarcéré, Tyrian Noir, 40 ans, diplômé en sciences politiques et originaire du département de la Meufou et Akono, dans la région du Centre, est la présidente par intérim du MRC. Pour elle, il s'agit d'une promotion somme toute normale au vu des statuts du MRC. Après la convention, notre dernière convention de 2018, convention au cours de laquelle j'ai été élu deuxième vice-présidente nationale du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Et à partir de ce moment, c'était déjà une grosse responsabilité que de se retrouver à la direction nationale du parti. On appelle ça le présidium. Donc c'est sans surprise qu'aujourd'hui je me retrouve à la tête du parti, je le dis bien par intérim. En réalité, c'est pas par la force des choses, hein. C'est le règlement du parti qui le prévoit comme ça, c'est de manière statutaire. Certes, elle admet qu'il s'agit d'une lourde responsabilité, mais s'est dit prête à l'assumer. C'est évidemment une grosse fierté pour moi de me retrouver à la tête du meilleur parti d'opposition au Cameroun pour le moment. Et évidemment, c'est une énorme responsabilité, la charge elle est grande et avec beaucoup d'humilité. Ce n'est pas la pire des choses, hein. Donc, le président Maurice Kamto me fait confiance, le directeur national me fait confiance et évidemment, je bénéficie de l'appui et du support de tous mes camarades politiques. La nouvelle tête de l'exécutif du MRC réaffirme les revendications de son parti à propos de la présidentielle de 2018. Le MRC, qui est en mouvement de marche depuis quelque temps, revendique la victoire volée. Et nous sommes allés aux élections. Le code électoral était truqué, il est truqué à la base. Il y a eu des fraudes et après les élections, le résultat des élections, nous ne sommes pas d'accord avec ça. Et si vous vous taisez, alors on continuera de vous arracher vos victoires comme ça. Lorsque vous aviez bien fait votre devoir, par exemple, en contrôle continu, et que vous vous retrouviez avec une note qui ne correspondait pas au travail que vous avez fait, il me semble que vous vous rapprochez quand même de l'enseignant pour revendiquer votre droit. Alors c'est dans la même optique. Mais pas seulement, la crise anglophone fait aussi partie des préoccupations de son parti. Et ce n'est pas seulement cette victoire volée que l'on revendique. Nous avons la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest qu'on a tendance à minimiser, mais c'est des milliers de familles qui sont détruites, c'est des milliers de morts tous les jours, c'est du sang des innocents dont il s'agit. Nous crions encore, parce que nous pleurons avec ces populations du nord-ouest, il est temps que cette guerre cesse. Nous marchons pour que cette guerre cesse. Cela en doutant de l'effectivité d'un dialogue tel que formulé par le gouvernement récemment. En attendant que ce soit effectif, permettez-moi d'en douter parce que ce n'est pas comme si le dialogue était déjà véritablement entamé. Alors si on se tait maintenant, ce sont des milliers de populations qui sont déplacées. Une guerre, elle prend du temps pour commencer, que puis mettre un terme, c'est bien plus d'années encore. Il faudra la reconstruction. Si on avait initié ce dialogue plus tôt, nous n'en serions pas là. En attendant, elle souligne que les marches du MRC sont maintenues. Nous avons engagé des marches pour revendiquer quelque chose. Alors, on a établi un programme. Nous avons fait des déclarations. La déclaration n'attend pas l'approbation. La loi prévoit que quand vous avez fait une déclaration, que les forces de défense vous encadrent, non pas qu'elles viennent vous agresser, non pas qu'elles vous incarcèrent. Donc, ces marches seront maintenues. Il n'est pas question pour le moment de les annuler, ce n'est pas l'objectif. Après quoi, conclut Tyrian Noir, les prochaines étapes pour le MRC sont la libération des prisonniers politiques, non seulement du MRC, mais de tout le Cameroun,
mais également la tenue d'un dialogue national inclusif pour la réconciliation nationale au Cameroun. L'Institut national de la statistique tire la sonnette d'alarme sur le faible niveau d'accès aux soins de santé et l'insuffisance criarde des plateaux techniques dans les quelques formations sanitaires installées dans la région du Nord. Dans son enquête, l'INS fait savoir que la plupart des accouchements se font en dehors des hôpitaux. Du coup, cela augmente le taux de mortalité maternelle et néonatale dans cette partie du Cameroun. D'autres précisions avec Donald Brice Kamgan. D'après ce rapport qui se préoccupe particulièrement de la santé maternelle et néonatale dans la région du Nord, 2 naissances sur 3 se déroulent sans aucune assistance d'un personnel sanitaire formé. De fait, très peu de femmes bénéficient de l'accompagnement d'une infirmière lors de l'accouchement. Les méthodes informelles constituent donc la règle. Logique donc, l'étude de l'Institut national de la statistique note que 26% de femmes accouchent sans aucun soin prénatal. Dans le même temps, 59% de femmes n'ont pas de soins après l'accouchement. L'étude est menée sur la disponibilité des soins obstétricaux et néonataux d'urgence et menée au plan opérationnel avec l'appui du Fonds des Nations Unies pour la population. L'état des lieux ainsi dressé laisse voir la crise en matière d'accès aux soins de santé de la mère et de l'enfant dans la région du Nord, une région où la mortalité maternelle et néonatale reste très forte comme dans les 2 autres régions septentrionales du Cameroun. Le gouvernement y voit un outil d'aide à la planification et à la réduction de la mortalité de la mère et de l'enfant. Une autre stratégie gouvernementale mise en place pour améliorer la collecte des ordures ménagères, c'est une pré-collecte effectuée dans des bidonvilles, des quartiers difficiles d'accès dans les 5 premières communes d'arrondissement de la ville de Douala. Le projet initié par la communauté urbaine rencontre quelques désapprobations de la part de certains magistrats municipaux. Reportage Innocent Abega et Jean-Paul Chouniat. À Douala, capitale économique du Cameroun, ces milliers de ménages ont produit en 2018 2000 tonnes de déchets par jour, connaissant même une augmentation de 800 tonnes journalières par rapport à 2017. Soumise de plus en plus à la pression démographique, avec une arrivée de 100 000 personnes par an dans la ville de Douala, cette production des ordures ménagères pourrait passer à 2500 tonnes en 2019. De tous les efforts de la communauté urbaine de Douala et ses partenaires pour enlever et acheminer ces déchets vers les décharges, la précollecte en tout temps est restée le maillon faible de la chaîne de ramassage des 5 arrondissements continentaux de Douala. Nous avons encore des blocs, des quartiers, des sous-quartiers, quelquefois des ruelles, les routes où l'accessibilité n'est pas bonne. Donc, qui produit quand même aussi beaucoup de déchets, qu'il y ait un dispositif qui ramène donc ces déchets vers les grands bacs et Isacam les portes, puisqu'Isacam a des camions. Face aux difficultés que rencontrent les engins lourds d'Isacam d'accéder à ces quartiers populeux, la communauté urbaine de Douala veut aujourd'hui capitaliser la gestion des ordures urbaines sur la sensibilisation des populations à la précollecte de leurs déchets, lançant ainsi une campagne d'hygiène et de salubrité dite de proximité. La société Isacam, qui travaillait seule jusqu'à présent, ne pouvait pas réaliser tout le cycle, c'est-à-dire maîtriser la précollecte, les ordures à côté de la maison, les ordures dans les zones enclavées de nos quartiers, de nos blocs et transportées. Ce diagnostic a été fait par la communauté urbaine de Douala. Sillonnant les 5 arrondissements continentaux du Vouri, la communauté urbaine de Douala remet du matériel roulant et des outils de précollecte aux différentes municipalités. C'est à Douala 3e, le maire titulaire Théophile Komna a répondu présent. Les maires de Douala 1er, Douala 4e et Douala 5e se sont fait représenter. Tout l'exécutif municipal de Douala 2e ayant opté pour le boycott de l'événement. Occasion pour le délégué du gouvernement, Dr Frintonen Tonnet, de mettre les points sur les i. Quand les maires disent qu'ils n'ont pas été associés, bon, chacun prend la responsabilité de ses propos. Nous sommes à Douala 1er. C'est Mme Gogo qui a assisté à toutes les réunions jusqu'à il y a 2 jours, les réunions préparatoires. À Douala 2e, c'est M. Mbida qui a été bon. Il est venu, qui l'a mandaté pour venir. N'entrons pas dans ces débats qui sont des débats de surface. Ce qui est important, c'est que le délégué ne peut dérouler que ce qui est prévu par le budget.
se plaignant de vive voix de n'avoir pas été associé en amont au projet Douala Proxiclim d'un montant d'1,392 milliard de francs CFA. Les différents maires des communes d'arrondissement assumeront-ils, sans bouder, leur rôle de maître d'ouvrage délégué? Seul le succès ou l'échec de l'opération de précollecte des ordures ménagères au fin fond des quartiers le dira. La pollution de l'air est également une catastrophe pour l'environnement. Des élèves ont marché dans les rues de Berthois afin de dire non à cette pollution observée dans leur ville située dans la région de l'Est. Et là-bas, ils ont été également sensibilisés sur la nécessité de planter des arbres afin de lutter contre les effets de serre et les gaz à effet de serre qui perturbent la nature et qui provoquent des changements climatiques. Reportage Benjamin Issam. On parlait donc de ce reportage de Benjamin Issam sur la situation dans la région de l'Est à Berthois où il y a eu cette pollution de l'air et une sensibilisation à travers une marche organisée par des élèves visant à dénoncer les risques de pollution de l'air et leur impact sur l'environnement. À 2 semaines de la Coupe d'Afrique des Nations, l'interpellation du président de la CAF a suscité de vives réactions dans les milieux du football, interpellé à Paris et entendu depuis plusieurs heures dans le cadre d'une enquête sur une affaire de corruption. Comment en est-on arrivé là? Quels sont les motifs de cette interpellation? Quelle est la réaction de la Fédération internationale de football et associations? Élément de réponse avec Nana Paul Sabin. Carton rouge pour Hamad, président de la Confédération africaine de football. Le successeur du Camerounais Issa Hayatou à la tête de la CAF a été interpellé dans un hôtel à Paris en France par les agents de l'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales. Le dirigeant malgache était depuis 2 mois dans le viseur des éléments de cet office rattaché à la direction centrale de la police judiciaire à la suite d'une dénonciation de corruption et d'harcèlement sexuel. Il est donc visé par une enquête pour divers faits de corruption. Les policiers français ont donc profité du séjour d'Hamad à Paris pour le congrès de la Fédération internationale de football association pour mettre le grappin sur l'accusé. La FIFA a immédiatement contre-attaqué. À travers un communiqué, l'instance a fait savoir qu'elle prenait acte de l'interpellation d'Hamad. Le gouvernement du football mondial souhaite par ailleurs recevoir des autorités françaises les informations pouvant aider sa propre commission d'éthique dans la recherche de la vérité dans cette affaire. Déjà ébranlée par les affaires autour de la CAN 2019 et les incidents lors de la finale retour de la Ligue des Champions, la CAF est davantage enfoncée dans la tourmente par cette autre histoire rocambolesque. Parlions la semaine dernière de la menace de déguerpissement qui pesait sur une entreprise spécialisée dans le recyclage des déchets en raison d'un litige foncier au niveau de la pénétrante est de Douala, non loin de la Dibamba. Tout un pan de la dite entreprise a été réduit en poussière suite à une démolition orchestrée par la partie adverse sous la diligence d'une forte escouade de policiers. Malgré la mesure suspensive décidée par le ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières sur ces bâtiments qui ont été démolis. Ce sont ainsi des centaines d'emplois menacés. L'entreprise elle-même ne pouvant plus assurer la production et le recyclage des déchets sur un site où une partie de son bâtiment a été détruit et réduit en cendres dans le cadre d'un litige foncier. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Une femme à la tête du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Kyrian Noah, vous l'avez suivi, elle compte maintenir le cap vers les revendications formulées par le mouvement pour la renaissance du Cameroun depuis la publication officielle des résultats de l'élection présidentielle donnant vainqueur le chef de l'État Paul Biya. Elle a fait savoir que les forces de l'ordre doivent plutôt encadrer
les marches projetées par le mouvement pour la renaissance du Cameroun n'ont procédé à des arrestations. Elle s'est également exprimée sur la nécessité de mobiliser les troupes militantes du MRC afin qu'ils restent sur la ligne de revendication qui existe depuis plusieurs mois. À 2 semaines du lancement de la Coupe d'Afrique des Nations au Caire, le président de la CAF, Confédération africaine de football, a été interpellé à Paris ce jour. Ahmad est dans de sales draps depuis cette journée. Il est en train d'être cuisiné par la justice française à propos d'une affaire de soupçon de corruption dans le cadre d'un contrat qui aurait été rompu de façon unilatérale concernant un équipementier qui était en contrat avec la Confédération africaine de football et la FIFA qui prend acte en attendant d'en savoir davantage sur les motifs de cette audition qui dure depuis plusieurs heures à Paris, là où le président de la Confédération africaine de football participait à un congrès de la FIFA et s'apprêtait bien sûr à dérouler le plan d'organisation de la CAN Égypte 2019 prévu dans quelques semaines seulement. Voilà, madame, monsieur, c'est donc l'essentiel, l'Equinox Soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous lundi, 20h. Rendez-vous lundi, 20h. Voilà, madame, monsieur, dans un instant, la suite Equinox Soir, toujours en compagnie de nos 4 invités.